Le cercle RH, les experts de Smart Job pour balayer l'actualité de la semaine. Évidemment, on parlera un tout petit peu de télétravail, mais on va parler pouvoir d'achat aujourd'hui avec les restaurateurs, en tout cas les salariés de la restauration qui étaient en négociation avec les syndicats professionnels. Ils ont eu gain de cause, 16%, certains restaurateurs vont jusqu'à 30% d'augmentation. C'est quand même pas rien, évidemment. Ça veut dire aussi qu'il y a une volonté de garder les collaborateurs, parce qu'il y a une pénurie, évidemment, on en parlera. On parlera de Valérie Pécresse aussi, qui parle de transférer le temps libre en argent sonnant et trébuchant. Mais déjà, les experts disent que ça existe déjà, donc on va en parler. Et puis on parlera de cette grève des enseignants, pas uniquement d'ailleurs que pour des raisons de pouvoir d'achat, mais liées aussi au protocole sanitaire, à une forme de ras-le-bol. On en parle avec mes invités. Marine Balançard, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un vrai plaisir. Directrice générale du cabinet Ariséal. Olivia Copin est à ma gauche, cette fois-ci, fondatrice de Juste Business et enseignante au CELSA. Et puis Benjamin Zimmer est avec nous aujourd'hui, directeur délégué associé de Silver Alliance et vice-président d'entreprise et progrès. On dit que les négociations se passent très mal dans les transports, que la négociation est équivalente à celle des restaurateurs. Vous vous êtes dit, enfin, on aboutit à quelque chose de positif avec les restaurateurs, parce que ça faisait quelques semaines qu'ils négociaient. C'est positif que la restauration dise, oui, on augmente les salaires. Il était temps, effectivement, c'est positif. Après, est-ce que ça va résoudre... Enfin, c'est qu'une partie du problème, puisque concernant la restauration, effectivement, il y a ce problème de pénurie, mais il y a un vrai problème d'attractivité du travail, et ça ne va pas passer uniquement par la rémunération. Il y a aussi les conditions de travail, les conditions de vie. Je crois que c'est un métier sur lequel on a vraiment tiré sur la ficelle par rapport aux salariés. C'était des métiers très difficiles. Qui vont le rester, d'ailleurs. Qui vont... Alors, après, à la restauration, d'en prendre conscience aussi, et au-delà de la rémunération, de proposer des conditions plus viables, plus respectables, avec la possibilité, lorsque vous travaillez dans ce milieu-là, d'avoir une vie de famille, avec donc des week-ends en roulement, un management moins compliqué, parce qu'on avait aussi beaucoup eu d'échos sur les violences managériales dans ce secteur-là. Donc du coup, je pense que c'est un début, la rémunération, mais on n'est qu'au début. Pour moi, et vraiment, c'est déjà un bon signal, mais clairement, le combat n'est pas terminé. Je leur dis, dans les transports, ça se passe très mal. Une grève est en préparation d'ailleurs dans le secteur des transports, des poids lourds, des chauffeurs routiers, parce que là c'est compliqué. La négo, vous en pensez quoi? Certains disent quand même que cette augmentation, c'est vous, c'est moi, c'est Benjamin qui va la payer, puisque c'est le client en bout de chaîne qui va la payer. Oui, c'est le client, c'est le consommateur qui paye, mais d'ailleurs on a vu les prix explosent dans les cafés, bars, restaurants. Le prix d'un café à Paris c'est parfois 3, 4, parfois plus de 4 euros le café, ben oui. 4 euros le café. Mais tout à fait. En terrasse, je me permets. Oui, mais c'est quand même de plus en plus cher. Mais surtout, il y a un effet un peu étrange, c'est que les bars, cafés, restaurants sont quand même vides. Il y a une désaffection de la clientèle sous l'effet du stress avec le pass vaccinal, avec l'anxiété. Le télétravail aussi peut-être. Le télétravail, les gens sont absents. Les boulangeries disent qu'il y a 40% de clients en moins dans leur vente à emporter. Et en même temps, donc il y a moins de business, et en même temps, les restaurateurs vont augmenter leurs salariés alors qu'il n'y a plus de business. Et donc il y a une espèce d'effet ciseau, et je pense que les restaurateurs sont assez inquiets sur ce timing. Ce qui est le problème des transports d'ailleurs, parce que les syndicats des transporteurs disent on a une augmentation du prix de l'essence qu'on ne peut pas répercuter sur nos clients, et donc on ne peut pas augmenter les salaires. Oui, c'est le même phénomène. Oui, mais là, si vous allez dans les cafés-restaurants, il n'y a pas de monde, il n'y a personne. C'est ce que disent les patrons de resto. Vous en pensez quoi, Benjamin Zimmer? C'est une bonne nouvelle facialement. Tout n'est pas réglé quand même, c'est ce qu'on entend sur le plateau. Non, alors moi je ne suis pas un spécialiste de la restauration ni des transports, donc je vais avoir l'humilité de vous dire que je ne suis pas un expert. Par contre, ce que je sais, c'est que dans les métiers où effectivement la main-d'œuvre est bon marché, c'est pénible partout. Dans les services à la personne, dans toutes les structures où en fait... Où les salaires sont bas. Où les salaires sont bas. Donc, plus que jamais, je pense que c'est le modèle économique de notre société qu'il faut repenser. La redistribution de la valeur qu'on crée. Ces gens-là créent de la valeur quand on va au restaurant. Les gens qui interviennent au domicile créent de la valeur. Donc, je pense qu'il est là l'enjeu. Plus que... moi, je vais vous dire très franchement, vous m'aurez posé la question dehors, je vous aurais répondu la même réponse. Je pense que ce sont des mesurettes, tout ça. C'est-à-dire que c'est très bien dans la vie de tous les jours pour les personnes qui, effectivement, vont avoir plus de pouvoir d'achat. Donc, pour eux, ce n'est pas une mesurette. Mais globalement, est-ce que cette mesure-là va avoir un impact sur le long terme, sur le marché de la restauration, sur le marché du transport et plus globalement sur tous ces marchés-là? Moi, je me pose des questions parce qu'on peut toujours payer plus
derrière, il faudra bien que quelqu'un apporte des recettes pour pouvoir je payer l'évoquais, là, c'est le éléments. consommateur dans les restos. Entre On autres. lui dira, vous payez 5 € de plus votre repas parce que Entre autres. il faut payer les salariés qui viennent vous poser l'assiette. C'est ça. Donc très On se souvient probablement. de la TVA, la hausse de TVA qui avait été répercutée. Vous savez, il fallait baisser, les repas avaient baissé, puis quelques semaines plus tard, quand on était habitué à certains établissements, on voyait que la carte, alors que la TVA avait baissé à 10, vous vous souvenez, les prix étaient repartis à la hausse. Donc bref, tout ça est un peu compliqué. Sur les transports, qu'est-ce que vous en pensez au-delà? C'est le modèle, c'est notre modèle économique qu'il faut repenser? Oui, moi je reviens sur ce que vous venez de dire. Effectivement, je pense qu'il y a vraiment une question de modèle parce que, juste pour prendre l'exemple donc, de la restauration, est-ce qu'on a envie d'être servi par un salarié qui va travailler 10-15 heures de plus que nous et qui n'arrive pas à boucler la fin de mois? C'est un problème de société en fait. Est-ce que vous avez envie d'être livré par un livreur Deliveroo ou une autre marque ou n'importe quel livreur et que cette personne, avec tout le travail qu'elle fait, elle n'arrive pas à nourrir ses enfants à peine un SMIC? Donc je pense que c'est dans ce cas-là, peut-être aller moins au resto, mais y aller et puis avoir conscience que aussi en consommant, ça peut être aussi un acte politique et soutenir des causes qui sont importantes. Effectivement, il y a vraiment un enjeu au niveau du modèle. Il faut qu'on réfléchisse à la place du travail et à ce que nous apporte le travail en termes de dignité. Et la rémunération, c'est déjà un premier élément de réponse, mais derrière, il y a toutes ces questions-là aussi. Oui, c'est des métiers pénuriques, c'est des métiers qui sont difficiles parce que routier, c'est pas uniquement conduire un camion, c'est aussi décharger le camion, c'est aussi le re-remplir. Enfin, c'est des métiers extrêmement durs où la concurrence européenne joue très fort puisqu'on est rentré dans la présidence de la France au Conseil de l'Union européenne. C'est notre modèle qu'il faut repenser ou c'est déjà bien? On se dit après tout, bon, les salariés sont contents, ils vont avoir 150, 200 € de plus par mois, ce qui est pas mal, mais il ne faut pas s'arrêter là. Mais en fait, les restaurateurs payaient déjà leurs salariés en dehors de la grille. C'est la grille qui a été revalorisée, mais ils les payaient déjà beaucoup plus. Donc ce qui ne résout pas le problème Ça de ne la résout pas pénurie. le problème. Par contre, la question que peuvent se poser les restaurateurs et ce qui se pose comme enjeu, c'est est-ce que je dois faire et le déjeuner et le dîner? Est-ce que je dois ouvrir en continu? Jusqu'à quelle heure est-ce que je dois ouvrir? Est-ce que je dois ouvrir moins tard? Voilà, et pas faire 2-3 services. Et donc ne pas avoir deux équipes en roulement Voilà, matin et c'est soir. toute l'organisation du travail qui doivent repenser. Les enseignants, parce que c'est notre deuxième partie, ça c'est important parce que une très forte mobilisation la semaine dernière, beaucoup moins forte mobilisation hier, avec je crois environ 2% d'enseignants mobilisés, donc ce qui veut dire ce qui est très faible. Sur le fond, ils ont raison de manifester, les enseignants. D'abord ils manifestent pour le pass, pour les protocoles qui sont souvent des casse-têtes. Et puis il y a quand même dans les revendications, j'ai quand même lu qu'il y avait une volonté de revaloriser leur salaire, juste pour faire le lien, vous savez, avec tous nos sujets. On parle aussi un peu de conditions de travail et de pouvoir d'achat chez les enseignants. Et chaque candidat à la présidentielle, vous l'avez entendu ou presque, disent il faut augmenter le salaire des enseignants. Enfin, quasiment tous. Oui, alors en plus, on est dans une année présidentielle. Donc, oui. Mais oui, comme je le dis justement, là aussi, finalement, avec cette crise, on s'est rendu compte que, en fait, les métiers les plus importants dans notre société, que ce soit le soin, que ce soit l'éducation, finalement, on se rend compte que c'est pratiquement les moins valorisés. Donc, oui. effectivement, là, je pense que ça a été un prétexte, en fait, une opportunité pour les enseignants d'apporter leurs revendications. Mais en fait, l'état des lieux est tellement, j'allais dire, pas catastrophique, mais on n'en est pas loin. Et ça ne date pas d'aujourd'hui que, évidemment, naturellement, les revendications et la grève va continuer. Vous en pensez quoi? Parce que le débat des enseignants, c'est... Globalement, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut les augmenter, mais lorsqu'Emmanuel Macron évoque dans l'interview du Parisien, où il avait évoqué cette phrase, je la mets entre guillemets, d'emmerder les non-vaccinés, il avait évoqué dans cette interview, ça n'avait jamais pas été repris par les médias, qu'il fallait repenser les horaires de travail des enseignants, qui était une contrepartie à l'idée qu'on les augmente. Parce que les augmenter dans les conditions dans lesquelles ils sont, le président Macron, visiblement, n'était pas favorable. Qu'est-ce qu'on fait? Là aussi, on repense un peu le modèle, parce que notre modèle éducatif est en grande difficulté. Oui, il semble que nos enseignants travaillent moins qu'en Allemagne, par exemple, et donc sont moins payés également. Sur la grève, ce qui se dit en dehors des plateaux de télévision, c'est que oui, les enseignants sont soumis à moult protocoles qui s'enchaînent et qui s'annulent et qui se remplacent, mais pas plus qu'en entreprise. Oui, voilà. c'est ça, exactement. Et donc,
ce qui se dit en dehors, c'est que les enseignants doivent aussi s'adapter, que l'école doit faire un effort et qu'effectivement, on gère l'incertitude. C'est intéressant de vous entendre dire ça. Voilà, mais c'est ce que j'entends dans les pharmacies, c'est ce que j'entends des parents qui font la queue dans les pharmacies et qui en ont marre, effectivement. Alors, on ne peut pas blâmer les enseignants, mais je pense qu'effectivement, il y a une espèce d'état de fatigue. On arrive à la fin d'une crise, enfin, on espère, et en même temps, on n'en voit pas le bout. Et là, la crise touchait au départ les personnes âgées, maintenant, ça touche les enfants. C'est une guerre, c'est pas un jour sans fin, c'est une guerre sans fin. Il y a un moment, il va falloir mettre fin à cette guerre et ce combat contre le virus. Je garde votre première partie d'intervention. Vous mettez entre guillemets les pieds dans le plat. Vous dites il faut que l'enseignement, les enseignants, s'adaptent aussi comme l'ont fait les managers, les collaborateurs sont mis en télétravail. Enfin, je veux dire, il a fallu faire preuve de souplesse. Et vous nous dites que, je ne sais pas si Benjamin, vous allez dans le sens de... Je suis complètement d'accord. Alors moi, je suis fils d'enseignant. Donc je ne vais certainement pas aller, et je suis entrepreneur. Donc attention, vos parents vous regardent peut-être. Hein. Oui, mais ils ont raison de me regarder et je ne vais pas dénigrer tout ça, ce que c'est que pour moi l'éducation. Pour moi, en fait, l'éducation, c'est une fonction régalienne. Les fonctions régaliennes aujourd'hui, on les gère comme on est en entreprise. Quand je dis ça, c'est-à-dire qu'on met en place des process, on est dans du rendement, on est dans la finance, peu importe ce qu'on dit. Je pense que quand on éduque des enfants, on éduque des citoyens de demain. Donc, il y a un moment, il faut mettre en face les moyens au bon endroit. Moi, je suis assez convaincu que, effectivement, les professeurs, excusez-moi, le salaire de base d'un mec ou d'une nana qui c'est quoi, c'est 1 800 c'est 1 800 € brut. C'est quand même pas foufou. Pour quelqu'un, un bac plus 5, quoi. Voilà, pour quelqu'un qui vous confie vos enfants, pour qui vous confiez les citoyens de demain de la société, je pense qu'il faudrait réfléchir, encore une fois, sur du long terme. C'est-à-dire que ces personnes qu'on éduque, c'est peut-être demain des gens qui vont être plus respectés et respectables dans la société et de nos valeurs. Mais vous ne répondez pas à ma seconde partie de question. C'est est-ce qu'en même temps, on demande aux enseignants d'être un peu plus... faire une petite parenthèse. Ce qu'on voit aujourd'hui comme problème, ils étaient déjà là avant la crise. En fait, la crise n'a fait que juste remettre peut-être à la lumière ces problèmes. Donc aujourd'hui, effectivement, est-ce qu'ils font grève, pas grève, c'est un choix, c'est pas à nous de le dire. Par contre, ce que je constate, moi, en allant dans les écoles, parce que ça m'arrive, étant donné que j'ai des enfants, c'est qu'ils sont au front quand même. Et tous les jours, mettez-vous à leur place. Quand vous avez 30 enfants qui ont entre 3 et 6 ans en face de vous, peut-être que vous êtes dans un environnement stressant quand vous avez 50 ans et que tous les soirs on vous dit faites attention de ne pas transmettre le Covid, etc. Enfin, c'est compliqué. Sans compter que le directeur vient tous les jours dans la classe pour expliquer que... Je pense qu'il y a un niveau de charge mentale qui est là, la soupape, elle va péter. Reconnaissons que le protocole sanitaire, très contesté pour des raisons d'ailleurs un peu en dehors du protocole sanitaire, d'ailleurs par Jean-Michel Blanquer, a mis un peu plus la pression sur les enseignants, évidemment. Olivia Copin, vous parliez du modèle tout à l'heure pour les entreprises privées, est-ce que à l'occasion de cette campagne présidentielle, on repense aussi ce modèle éducatif, la façon dont un enseignement travaille, est-ce qu'on lui met des bureaux à disposition pour faire rentrer les familles, est-ce qu'il y a un temps de travail plus long? On se souvient de Ségolène Royal qui l'avait évoqué en 2007 de mémoire. Bayrou avait évoqué ce sujet. C'est-à-dire les enseignants doivent aussi consacrer du temps à l'accueil des parents. C'est un vrai sujet quand même. C'est un sujet hyper important et je pense que c'est un peu comme le sujet comment travailler demain, toute cette révolution qui est autour du travail. Eh bien, il y a une vraie révolution au niveau de l'éducation et ça, on ne va pas avoir la réponse cette année en présidence. Ça va prendre 1-2 décennies peut-être pour arriver à trouver un nouveau modèle parce que derrière, en fait, la souffrance des enseignants... Il faut aller vite quand même. Oui, je suis d'accord, il faut aller vite. C'est ça, malheureusement, mais derrière la souffrance des enseignants, alors là, juste pour faire un petit aparté sur le Covid, quand même, les enseignants ne sont pas en télétravail, ils sont face à des enfants qui ne portent pas forcément le masque, je parle des petites sections, etc. Donc il y a quand même un risque pour eux de contamination qui est plus important. Mais globalement, oui, je pense que c'est tout un modèle à repenser sur les conditions de leur travail, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez enseigner, qu'est-ce que vous voulez transmettre à des enfants lorsque vous avez des classes de 35, lorsque vous n'avez pas le temps de vous occuper de faire du travail, un accompagnement individuel, vraiment, quand vous écoutez les enseignants, lorsqu'ils rentrent, ils commencent leur métier et juste vous les retrouvez 2, 3, voire 4 ans après. Mais alors, c'est plus du tout le même discours. Il y a une espèce de désillusion, alors que, comme vous le dites, c'est hyper important dans la société de l'absentéisme, du complotisme, où vraiment on voit bien qu'aujourd'hui, l'éducation et le savoir, c'est un enjeu majeur. Oui, il faut vraiment qu'il y ait un sursaut et qu'on réfléchisse sur une nouvelle manière d'enseigner, quoi.
Avec une micro-polémique, mais qui est très liée au sujet qu'on traite dans Smart Job, qui est la place du numérique et l'utilisation des outils numériques, qui est aussi, je ne sais pas si ça nous prendra 20 ans, mais un jour ou l'autre, il va falloir quand même réfléchir à nos programmes pour que nos enfants, assez rapidement, soient connectés. Enfin, toutes les entreprises se numérisent, se transforment, et elles accueillent des enfants qui ont fait leurs humanités, mais qui n'ont pas le niveau qui va bien. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Marine, mais c'est aussi un problème de modèle, là, au-delà de la grève. Moi, je ne suis pas trop pour le numérique à l'école. Mais bon, ben voilà, c'est dit. Voilà. Parce que le cerveau encode beaucoup mieux quand l'enfant écrit à la main. J'ai vu des expériences de classe numérique et les enseignants sont revenus en arrière parce que les enfants mémorisent moins bien. Ils sont sollicités, ils sont attirés par le numérique, mais en fait, ils intériorisent et ils travaillent moins bien. Gadget en surface et qui ne va pas assez en donc, profondeur. est-ce que le rôle de l'école, voilà, est-ce que le rôle de l'école, c'est vraiment d'apprendre l'informatique? Je ne suis pas sûre. Bon, mais c'est un débat qui est posé sur la table, même du ministre, indépendamment de l'élection présidentielle. En tout cas, ils ont fait leur évolution technologique, l'éducation nationale, pendant les 3 ans qui viennent de s'écouler. Avant, il n'y avait pas de visio. Moi, je sais que quand j'étais au premier confinement, mon fils était au CP. Bon, il a fallu faire de la visio. C'était quelque chose d'incroyable. Ouais. Et franchement, le niveau où ils étaient, parce qu'on avait l'occasion d'en parler, et puis on le voyait sur toute la France, il était très loin de ce que nous, on pratique en entreprise. Je trouve que là, pour le coup, la crise a été salutaire parce qu'ils ont monté en compétences. C'est vrai. Et dans les lycées en particulier, où il y a eu quand même pas mal de suivi de cours, ça n'a pas été fait. Pas tous les professeurs, pour le dire franchement, ont joué le jeu, parce que certains avaient des problèmes de micro, d'ordinateur, enfin bref. Mais il y a eu quand même quelques expériences réussies. Pas partout et pas pour tous les profs. Oui, non, mais... faut essayer d'être juste. Oui, c'est ça. Je pense que c'est vraiment du cas par cas. Après, pour revenir à l'école, on n'apprend pas que l'histoire géo et le français à l'école. C'est aussi un lieu de sociabilisation pour les enfants. Donc là aussi, l'éducation, c'est vraiment complexe. Après, pour revenir au numérique, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'études qui montrent que le cerveau des enfants n'est pas fait pour consommer de l'écran. Voilà, aujourd'hui, c'est scientifiquement prouvé. Par contre, sur l'égalité des enfants face au numérique par rapport à, un apprentissage aux bases. Votre condition sociale, voilà. Ça, pour le coup, c'est important, peut-être à partir du collège ou à partir de la seconde, d'équiper peut-être les écoles pour que, lorsque ces enfants arrivent à l'université ou sur le marché du travail, ils aient à peu près le même niveau. Juste un mot avant de parler de Valérie Pécresse et de son transfert. Là, encore une fois, dans la thématique du pouvoir d'achat, parce que le pouvoir d'achat, au-delà des autres thèmes, est en train de monter très fortement dans la campagne. Redonner le pouvoir d'achat, quand on voit le prix de l'essence, quand on voit les augmentations du prix des énergies, évidemment, c'est un enjeu de présidentiel. Mais juste un mot sur la gestion RH, parce qu'on a fait des sujets récemment en parlant de la police, et on nous disait qu'il y avait un problème de ressources humaines, de RH dans la police. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de ressources humaines, de RH, au sein de l'éducation nationale? Comment on peut faire là? Parce qu'on a l'impression qu'on a une masse d'enseignants avec des proviseurs, des principaux de collège, des directrices d'école, mais que tout ça, en termes de ressources humaines, n'est pas bien géré. C'est le sentiment que vous avez ou pas? Mais déjà, les situations sont assez différentes. Dans le privé, par exemple, il n'y a pas de grève. Dans le public, il y a beaucoup plus de grévistes. Enfin, jeudi dernier, il n'y avait pas de grève dans le privé, il me semble. Non. Il y a d'autres problèmes RH qui sont que les chefs d'établissement ne sont pas les supérieurs hiérarchiques des professeurs. Tout à fait. Donc en fait, ils n'ont pas de... C'est pas un travail de manager, c'est plus un travail de coordinateur. C'est assez difficile quand même de manager une équipe sans être le boss. Oui. Donc il y a des problématiques RH spécifiques. Tout en arrangeant tout le monde sur les emplois du temps. Voilà. En fait, c'est un peu l'enjeu du proviseur. Et l'enjeu principal pour moi, c'est surtout que des professeurs déprimés dépriment la jeunesse. Et il y avait un article dans Le Monde aujourd'hui sur les lycéens complètement déprimés et qui d'ailleurs font grève aussi. Les mouvements lycéens commencent à se mettre en grève aussi. Il y a un petit frémissement en effet. Et désespérer la jeunesse, en fait, des professeurs qui vont mal, c'est une jeunesse qui se désespère, qui n'est pas bien formée et qui n'a pas confiance dans l'avenir. C'est ça qui est très inquiétant. Ils enseignent toujours vos parents, Benjamin, ou pas? Non. D'accord. Non, par contre, je suis parrain d'une organisation qui s'appelle Entreprendre pour apprendre. Chaque année, elle forme 40 000 collégiens et lycéens à justement l'entrepreneuriat dans l'école. Et je peux vous dire que justement pour réenchanter les écoles, faire venir des dirigeants d'entreprise dès la 6e, bien sûr, où on fait du business model Canvas, ce qu'on fait en école de commerce, c'est juste génial. Ils prennent leurs pieds, nous on prend nos pieds. Donc vous pieds. créez des situations réelles, bien sûr. Et puis surtout, ils se disent, parce que c'est surtout fait en province, à la campagne, là où il y a peut-être moins d'interaction avec le monde économique. Et en fait, tout le monde se dit, et en particulier les enfants, que tout est possible. Et je pense que c'est ça, l'école de la République, ça doit être la méritocratie et l'école des possibles. Je peux créer ma boîte. Le statut où je peux être médecin, je peux être avocat, je peux faire ce que je veux. Le statut que mes parents ont, à l'école, il n'est plus là.
Et ça, je pense que c'est très l'uniforme important. sans uniforme, quoi. Voilà. C'est un peu ça. Et ça permet aussi de comprendre qu'en fait, tout ce qu'ils apprennent, ça sert à quelque chose. C'est-à-dire, lorsqu'un enfant en 6e va défendre son business model, eh bien, il va comprendre l'importance de maîtriser le langage Mais oui. pour poser ses arguments, ça renvoie pour à défendre. beaucoup d'outils, ouais. Voilà. Ouais. Donc là, on prend conscience de tout ce qu'on apprend à Mais l'école. ça c'est nous eux sert à demain quelque qui vont chose. faire la transition écologique. Oui, ils sont dedans. C'est eux qui vont peut-être inventer des nouveaux modèles économiques. C'est eux peut-être qui vont se poser la question des externalités que produisent les entreprises. Et donc les mauvaises choses que font les entreprises, il faut les pénaliser pour qu'on soit meilleur dans tous les domaines. Alors, je vous ai vu lever les yeux au ciel, Benjamin Zimmer, parce qu'il nous reste peu de temps. Valérie Pécresse, son idée de transférer, elle a appelé ça le temps libre. En fait, c'est le compte épargne-temps. Vous savez, ces heures et ces journées qui sont stockées sur un compte. Et elle dit, pour gagner en pouvoir d'achat, ce qui peut être une bonne idée, on les transfère et on peut les rémunérer. Il s'avère que ça existe déjà, non? Je me trompe? Bah oui, ça existe déjà. J'ai l'impression d'entendre ce qu'un autre président avait dit il y a quelques années. C'est Nicolas Sarkozy. Exactement. Défiscalisation des heures sup. Je vois pas l'innovation et j'ai même envie de vous dire, c'est pas la réalité du terrain. Les gens en fait sont déjà au taquet au travail. Ils travaillent beaucoup. Ils font déjà plusieurs jobs. Ceux qui n'ont pas les ressources financières de payer les dettes qu'ils ont à la banque pour la maison qu'ils ont payée ou payer les études des enfants. Donc, je ne sais pas à qui s'adresse cette mesure. C'est une grande question en tout cas pour moi. Et puis il y a une autre question, c'est que très bien d'avoir plusieurs jobs, mais il faut déjà en avoir un. Parce que c'est pas moi qui n'ai pas de problème de job. C'est des gens qui n'ont peut-être pas des niveaux de qualification, des niveaux de compétences. Qui correspondent pas. Donc qui ne correspondent pas au marché. Et c'est là le sujet. Au fameux marché. Vous en pensez quoi, cette idée? Parce que voilà, chacun essaie de trouver c'est le concours Lépine du pouvoir d'achat, quoi. Oui, mais elle a raison. Elle fait référence en fait aux 35 heures. Les RTT, Exactement. c'est pour les 35 heures. Et c'est bizarre comme en France, on n'arrive pas à se débarrasser des 35 heures. Ah non. Ça nous plombe depuis plus de 20 ans et on n'arrive pas à dire qu'il faut arrêter. Et Même donc, ceux qui les critiquaient dans l'opposition, lorsqu'ils arrivaient au pouvoir, souvenez-vous, n'ont Voilà. pas touché aux 35 heures. Donc- Même François Fillon qui avait réformé les 35 heures Voilà. sans y toucher donc réellement. on dit qu'il faut transformer les RTT, donc qui sont la contrepartie des 35 heures. Alors touchons aux Ce 35 temps heures. vous libre, cette société. Mais oui, mais il faut en finir avec les 35 heures. Mais émotionnellement, je ne sais pas pourquoi les politiques ont si peur de dire qu'il faut mettre fin aux 35 heures. Mais est-ce que ça arrange pas tout le monde les 35 heures? Mais les gens n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Le pouvoir d'achat, c'est la première préoccupation des Français. Les gens au SMIC n'arrivent plus à vivre. Ils ne vivent que parce qu'on leur donne des primes supplémentaires. Ou survivre? Mais c'est trop difficile. Vous en pensez quoi, Olivia Copin, de cette idée? Parce que là on franchit une étape au-delà de la proposition de Valérie Pécresse, qui est aussi une notion de fiscalité sur ce temps libre transformé en pouvoir d'achat, que, évidemment, si elle était élue président, il n'y aurait plus de fiscalité, donc ça libérerait un peu plus de pouvoir d'achat. Très bien. Mais là, on est sur les 35 heures. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, là, encore une fois, on est quand même sur une émission sur les modèles, au-delà des annonces de communication. Oui, alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport à l'annonce de Madame Pécresse, je pense que c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan, quoi. C'est-à-dire, on parle de revaloriser le travail, et là, on apporte des mesurettes sur les RTT, enfin, donc, ça existe déjà. Et ce qui me semble aussi important, puisqu'on parle de modèle, c'est que, je veux dire, avant, on était dans la société du plus, donc gagner plus pour vivre plus. Aujourd'hui, on est dans la le slogan de société Nicolas du Sarkozy. mieux. Exact. Exactement. Vivre mieux, gagner mieux, vivre mieux. Et trouver c'est du ça. sens. Trouver du sens, C'est c'est ça exactement le ça. mieux. Et donc, c'est pas. Déjà, pour revenir au RTT, les professions les plus dévalorisées, comme les infirmières, les aides à domicile, les aides-soignants, les restaurateurs, je ne pense pas qu'ils aient beaucoup de RTT, typiquement. C'est souvent des problématiques qu'on retrouve dans les grands groupes du CAC 40, Tout à où fait. la rémunération, a priori, n'est pas un problème. Où on a créé un compte épargne-temps, ce Voilà, n'est pas le cas partout. et les gens sont très contents de poser leur RTT parce qu'ils ont un niveau de vie qui est plutôt confortable. Donc, Les insiders, outsiders. Excusez-moi, c'était voilà. l'analyse de Macron à l'époque. Hein. Tout à fait. Il y a ceux qui sont selon le système et ceux qui en sont extérieurs. Exactement. Donc déjà, je trouve que c'est un peu hors sujet. Et puis encore une fois, vraiment, moi je trouve que ce slogan "gagner plus pour vivre, gagner plus, travailler plus", pour moi, Ça vous plaît pas? Vous, c'est travailler plus pour vivre mieux. c'est travailler mieux déjà. Travailler mieux pour être bien. Parce que plus, ça sous-entend, c'est c'est quantifiable. Mieux, c'est la qualité. C'est c'est aussi mon impact sur la planète, mon impact sur les autres. Quelle Si moi, révolution. Mais on est. Non, mais dedans. quelle Mais si on va, Quand je vous entends, j'adhère à ce que vous dites, ça veut dire aussi consommer plus. Consommer plus, alors que notre planète nous dit d'arrêter de consommer comme on consomme aujourd'hui. Évidemment. Donc consommer mieux. chez Entreprises et Progrès, typiquement, aujourd'hui, on travaille, nous, sur des réflexions sur la notion du progrès. Parce qu'en fait, Ça sert à quoi le progrès, Et quoi hier, dans le discours d'Emmanuel Macron, il a mis le mot progrès à l'Union européenne. Il y a une vraie question sur le progrès. Le progrès, ça sert à servir le social. Et comment on le sert aujourd'hui? Moi, je ne suis pas sûr qu'avec ce type de mesures, déjà, il y ait des clients. Parce que, comme vous venez de le dire,
Dans les entreprises comme les entreprises du CAC 40, pas besoin. Et dans les entreprises où potentiellement il y en aurait besoin, donc les TPE et les PME, en fait, on ne l'utilise pas. C'est vrai. Donc, mais ils n'ont pas l'outil. À qui ça s'adresse? Marine, pour conclure peut-être. Oui, il y a un autre problème, c'est que pour avoir parlé avec des entreprises qui emploient beaucoup de personnes au SMIC, par exemple les centres d'appel, oui. Quand on travaille au SMIC, on a des primes en plus, la prime d'activité par exemple. Donc quand les entreprises proposent aux salariés de faire des heures supplémentaires, les salariés ne veulent pas. Non, parce qu'ils perdraient des primes qui sont quand même assez importantes, qui sont de l'ordre de 500 € par mois. Ça, c'est notre modèle social, j'allais dire. C'est l'imbrication des aides sociales. Oui. Et donc, ils ne veulent pas être payés plus, ils ne veulent pas faire d'heures supplémentaires, ils ne veulent pas passer plus de temps au travail, parce que ça ferait baisser leur niveau de vie et leur pouvoir d'achat qui est déjà... Ça fait monter leurs revenus et donc de fait ils sortent. Ils perdent. Voilà. Pareil pour les allocations familiales, etc. Mais donc, ils ne veulent pas travailler plus. Vous avez tous le Oui. sentiment avant de nous quitter, parce qu'à travers le débat qu'on a aujourd'hui qui est passionnant, on a quand même le sentiment à la fois d'une déphase des politiques qui n'ont pas les mesures qui correspondent à ce qu'attendent les salariés, et qu'on est en même temps en train de vivre une révolution incroyable. Du monde du travail, du rapport au travail. Mais moi, j'en suis convaincue. On est en pleine transition vers un modèle qui sera forcément différent, parce que de toute façon, on n'a pas le choix pour les raisons climatiques que vous avez évoquées. Et puis aussi sur la question du sens. On voit bien qu'aujourd'hui, 80% des jeunes rejettent le salariat. Un manager sur 2 n'a plus envie de manager. Il y a vraiment une question du sens, de la place. Quelque part, c'est l'éthique qui prend aujourd'hui de plus en plus le dessus sur les questions qui étaient hier purement capitalistes. Voilà. Donc oui, pour ma part, clairement... On aura quand même encore, je leur dis, besoin de routiers, besoin de serveurs, besoin de gens pour faire la répurgation. On a quand même besoin toujours de... Il n'y a pas que des gens qui pourront télétravailler, c'est 60-40. Mais je pense que le travailler en présentiel, c'est pas mal travailler. Je pense que on est passé... C'est vrai qu'on peut très bien revenir demain dans une économie où il y a moins de télétravail, mais on pourra toujours bien travailler ensemble. Donc, vous voyez, je pense que c'est plutôt cet objectif-là qu'il faut viser. Il ne faut pas oublier que quand même l'entreprise ou le monde du travail reste un lieu social. Donc c'est vrai, de lien l'école, social. on sociabilise, mais on fait du social en entreprise. Et moi, pour avoir des salariés, quelques-uns en tout cas, je peux vous dire qu'ils sont contents quand ils se voient au bureau. Le télétravail, ça fatigue tout le monde. Évidemment. Donc pour moi, c'est du court terme. Ça, c'est pour la gestion actuelle dans laquelle on est. Mais sur le long terme, ça ne tiendra pas. Merci pour ce débat passionnant à suivre, parce qu'on est vraiment dans une mutation et qui, évidemment, vient se corréler à un débat de campagne présidentielle, avec notamment la thématique du pouvoir d'achat, qui, je pense, va prendre de plus en plus de place. Merci à Marine Balançard-DG du cabinet Ariséal. Merci à Olivia Copin, Juste Business, ça j'arrive à le dire parfaitement, vous avez vu, c'est parfait en quelques émissions. Enseignante par ailleurs au CELSA. Et Benjamin Zimmer, directeur délégué associé Silver Alliance. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est des biens bien vieillir à domicile, c'est-à-dire que vous apportez tout le service à domicile. Exactement. C'est ça, vous êtes une Exactement. plateforme... On essaie d'améliorer la qualité de vie plutôt que de travailler sur la quantité de vie. Plus que d'avoir des années au compteur, nous, ce qui nous intéresse, c'est quand vous êtes sur Terre, que vous faites plaisir dans toutes les activités. Vous êtes centré par rapport à votre discours, en tout cas celui que vous avez eu sur le plateau. Merci à vous trois, à très très bientôt. On termine avec Fenêtre sur l'emploi, sujet recrutement, ô combien important. Faut-il, lorsqu'on est parti en voyage, qu'on a eu des trous, est-ce qu'il faut camoufler, vous savez, ces trous sur le CV, on se dit entre 99 et 2001, j'ai pas fait grand-chose, on le camoufle ou pas? Réponse d'Amélie Fabre-Guittet.